Bonsoir à tous, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser des photos du ciel, des photos de la Voie lactée et des étoiles. Dans un premier temps avec un appareil photo de type réflexe ou encore de type mirrorless comme celui que j'ai, le Sony A6000. Et dans un second temps, on va voir comment réaliser ce même type de photos sur les smartphones, les appareils Android plus précisément. Je sais pas trop comment ça marche sur iOS. Premièrement, il faut définir ce qu'est une photographie. Une photographie, c'est un instant dans le temps qui est figé. Pour arriver à ce résultat-là, on utilise des appareils photo avec des objectifs. L'objectif laisse passer de la lumière et focalise cette lumière sur un capteur. Ce capteur va capter la lumière et la retransmettre en information électrique pour pouvoir la stocker sur les puces mémoire de nos appareils photo ou de notre smartphone. Dans notre cas, la photo de nuit, il va nous falloir beaucoup de lumière, capter beaucoup de lumière. Pour cela, on peut jouer sur deux paramètres. L'ouverture de notre objectif. Plus l'objectif ouvre grand, plus il y aura de lumière qui passe à travers notre lentille pour atteindre notre capteur. Il y a aussi la taille du capteur. Plus le capteur est grand, plus il pourra capter de lumière. Dans mon cas, je vais utiliser un 24 mm, donc un assez grand angle, qui ouvre à f1.8. Bien évidemment, si on avait un 24 mm f1.4, ce serait encore mieux. Mais c'est un autre budget. Moi, j'ai choisi du 24 mm, donc un angle plutôt large. Et on va essayer de rester sur des grands angles, parce que plus notre focale sera élevé, donc plus notre angle de vision sera restreint, donc ça va être entre guillemets zoom, c'est pas un zoom, ça va être un petit angle, donc ouais, genre la photo sera... Voilà. Il faut imaginer que la moindre vibration de notre appareil photo va se ressentir sur l'image. Donc on va privilégier les grands angles pour éviter cet effet de flou de mouvement qu'on pourrait avoir. L'appareil photo que j'utilise, c'est le Sony A6000. Le Sony A6000 a un capteur APS-C. C'est une taille qui est légèrement plus petite que le full frame. Donc on va dire une taille moyenne. Ça reste quand même une grande taille de capteur comparé à nos smartphones ou même à du micro 4 tiers par exemple. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, un objectif qui ouvre grand, un bon capteur pour capter pleine lumière, c'est pas suffisant parce que généralement quand on prend une photo, elle se prend en 1/1000 de seconde s'il y a du soleil, s'il y a suffisamment de lumière. Et 1/1000 de seconde, c'est très très rapide. L'astuce dans ce cas-là, c'est d'augmenter le temps d'exposition. Donc ma photo ne va plus se prendre en 1/1000 de seconde, mais plutôt en 15 secondes. Ça va permettre à la lumière d'avoir le temps de pénétrer l'objectif et d'arriver sur notre capteur. Notre capteur emmagasine au fur et à mesure de ces 30 secondes, 15-30 secondes, les informations lumineuses qu'il reçoit pour, au final, rendre une photo en JPEG ou en RAW. Bon, on va privilégier le RAW si on veut faire des retouches par la suite. Cependant, on a dit que les appareils photo prenaient des photos à des vitesses élevées. Il y a une raison à cela. Quand on prend une photo pendant 1/1000 de seconde, on n'a pas trop le temps de bouger et donc la photo sort plutôt nette quand on fait une photo à main levée. Cependant, si on prend une photo pendant 15 secondes, à main levée, ça va être vraiment très difficile de rester complètement immobile pendant 15 secondes. Donc, il nous faut un bon trépied. Donc, un trépied lourd de préférence. Moi, j'ai pas de trépied lourd, j'ai juste un trépied en alu assez basique, mais qui fera parfaitement l'affaire pour le type de photo que je veux faire. Donc, c'est bon, on a pratiquement tous les éléments qu'il nous faut. On a un appareil photo, un objectif qui ouvre grand, un grand capteur, du temps pour l'exposition de notre photo, un trépied pour rester bien stable, et c'est à peu près tout ce qu'il nous faut. On pourra aussi avoir besoin, dans le cas des appareils photo réflexes, d'un intervallomètre si on veut réaliser des time-lapse pour pouvoir prendre des photos à la suite sans rester devant l'appareil et déclencher manuellement à chaque fois. Moi, j'ai pas d'intervallomètre, donc je déclenche à chaque fois manuellement. On peut aussi avoir besoin d'un logiciel
de retouche d'image du type Lightroom, ou encore si on est sur Android, on peut utiliser Snapseed. Ça marche plutôt bien. On ne pourra pas faire des choses très poussées, mais ça marche quand même. Sur notre appareil photo réflexe, on se met en réglage complètement manuel, de manière à maîtriser tous les paramètres. Le focus, le temps d'exposition, l'ouverture, donc ça c'est manuel, la balance des blancs, tout. Il faut essayer de contrôler le maximum de paramètres de base directement à la prise de vue. Même si certains paramètres comme la balance des blancs ou l'exposition, on peut rattraper ça en post-prod. Mais on se met en full manuel. Bien, maintenant passons au smartphone. Le smartphone, lui, contrairement à l'appareil photo, a une toute petite ouverture. L'ouverture de mon téléphone est vraiment minuscule comparée à celle de l'appareil photo. Le capteur aussi est incroyablement petit. On peut saluer d'ailleurs l'effort de miniaturisation qui a été fait. Ça va être compliqué de capter beaucoup de lumière sur un téléphone. On va être obligé de monter les ISO. J'en ai pas parlé, mais déjà sur l'appareil photo, on est à disons 3200 ISO grand maximum. Il n'y a pas trop de bruit, mais sur un téléphone 3200 ISO ça fait beaucoup de bruit. Donc on va monter à 3200 ISO sur le téléphone, on aura du bruit, des faux positifs si on veut. Le capteur va croire qu'il y a de la lumière là où il n'y en a pas, donc c'est l'espèce de grain qu'on peut voir en basse luminosité. Malheureusement on peut pas y échapper, c'est physique. On augmente l'ISO, on a plus de bruit. À part si on a un Sony Alpha 7S3 qui n'est même pas encore sorti, mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Il y a un autre budget aussi. On se met en mode pro, de manière à pouvoir contrôler tous les paramètres de notre caméra. On met un temps d'exposition élevé, toujours 15 ou 30 secondes. On va privilégier une balance des blancs manuelle, une exposition manuelle et un focus manuel. On va se mettre en focus 100, ce qui représente le focus infini. Les étoiles sont à l'infini. Et ici, on a la balance des blancs. Donc, toujours utile, faire des réglages, faire des tests plutôt avec chacune des balances des blancs proposées, de manière à pouvoir avoir le meilleur résultat possible, hein, tout simplement. Et après vient le temps de la prise de vue, donc faire plusieurs tests jusqu'à obtenir le résultat que l'on souhaite. Et une fois qu'on obtient le bon résultat, on garde ces réglages pour faire un timelapse si c'est ce qu'on souhaite faire. Pour capter plus de lumière, on a décidé d'augmenter le temps d'exposition. On est à 15 secondes, voire 30 secondes. Mais on remarque qu'à 30 secondes, on a plus de flou de mouvement qu'à 15 secondes, alors qu'on est parfaitement immobile. Comment ça se fait? Il faut savoir qu'on est sur la Terre et que la Terre, elle bouge. Donc, si la Terre, elle bouge, pour nous, on sent pas que la Terre, elle bouge, mais on voit que le ciel, en fait, il bouge. Et c'est exactement ça, le ciel bouge dans le ciel. Si on met un temps d'exposition trop long, on verra les étoiles se déplacer et laisser une traînée lumineuse derrière elles dans le ciel. Donc, on privilégie une grande vitesse, mais pas trop grande pour éviter le filet, le flou de mouvement. À part si c'est l'effet recherché. Dans le cas d'une photo circumpolaire, l'effet recherché, c'est d'avoir la trace des étoiles autour de l'étoile polaire. Ça peut être aussi un autre sujet de vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande de liker si vous avez aimé, de vous abonner pour plus d'épisodes de ce style. Et moi, je vous dis bye. Often I'm upset.